Habituellement, quand on s'imagine une effraction, l'image qui nous vient à l'esprit, elle est assez claire, non? Bah oui, on visualise tout de suite une porte fracturée, genre au pied de biche. Exactement, le pied de biche, ou bien une vitre brisée en 1000 morceaux sur le beau tapis du salon. Ouais, ou alors le fameux cambrioleur masqué qui s'introduit physiquement dans la maison en pleine nuit. Et là, pour dérober un truc précieux. Et dans ce scénario très classique, le propriétaire des lieux sait parfaitement, et de manière quasi instantanée, qu'il est la victime d'une intrusion. C'est clair. La limite entre ce qui nous appartient intimement et ce qui vient de l'extérieur est évidente. C'est très net. La frontière est matérielle, elle est tangible. En fait, il y a un dedans et il y a un dehors. Et c'est là qu'on va aller aujourd'hui. Imaginons un instant que cette effraction ne se produise pas dans une maison de briques et de ciment. Ah, Imaginons plutôt qu'elle se produise directement à l'intérieur de notre propre esprit. c'est déjà plus angoissant, ouais. Et pire encore, imaginons que l'intrus s'installe super confortablement dans notre salon mental. Qui prend ses aises, quoi. C'est ça. Il commence à redécorer les murs à son goût, il change les serrures de l'intérieur, et soudainement, au bout de quelques semaines, enfin, au bout d'un certain temps, on se met carrément à croire qu'on a toujours été cet intrus. Ouch. Donc la frontière entre soi et l'envahisseur disparaît totalement, en fait. Totalement. Et c'est exactement cette dynamique vertigineuse, cette immense zone d'ombre dans notre propre identité que nous allons explorer aujourd'hui. Eh ben, c'est une sacrée plongée dans les eaux troubles de la psyché humaine qui nous attend. Je te le fais pas dire. Surtout parce que, au fond, ça remet en question la souveraineté que l'on croit tous exercer sur notre propre tête. Absolument. Alors, notre source principale pour cette exploration, c'est un article fascinant, Et assez radical, il faut bien l'avouer. très radical, oui. C'est un texte publié en 2013 par Serge Bassino, qui s'intitule « Qui est qui, du soi ou du moi ?» Tout un programme. Oui. Et la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est vraiment d'essayer de démêler cette toile extrêmement complexe de l'identité humaine. Parce que c'est vrai que la psychologie classique nous parle très souvent de l'ego ou du subconscient. Ouais, ou des réseaux neuronaux, ce genre de choses. Voilà. Mais Baxino, lui, il va beaucoup plus loin. Il nous emmène carrément sur le terrain de la psychologie ésotérique. Pour répondre à une question qui paraît toute simple, mais qui donne littéralement le vertige. Qui est réellement aux commandes dans notre tête? C'est ça. Est-ce notre conscience profonde ou bien est-ce simplement le brouhaha incessant de nos pensées quotidiennes qui a pris le volant à notre insu? C'est une question qui bouscule toutes nos certitudes fondamentales. Oh que oui. Parce que l'auteur nous oblige à séparer la conscience pure de la mécanique de la pensée. Et ça, c'est pas du tout un réflexe naturel pour l'être humain moderne. D'accord. Décortiquons un peu tout ça. Baxino, il commence par poser un concept fondamental. Le fameux partenariat. Exactement. Une sorte de partenariat spirituel. Il explique que le soi, ce qu'il appelle le soi naturel, c'est-à-dire notre conscience d'être, notre individualité éternelle, enverrait une extension de lui-même sur Terre. Un petit pourcentage de sa propre essence, en fait. Voilà, à l'intérieur d'un corps physique. Et le but de cette expédition cosmique, ce serait d'expérimenter des états d'esprit spécifiques. C'est une vision fascinante. Mais la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi une conscience éternelle aurait-elle besoin de faire ça? Je veux dire, qu'est-ce qui lui manque là-haut? C'est vraiment la question centrale. Imaginons une énergie pure, intemporelle, sans aucune forme. D'accord? Elle sait qu'elle existe, elle est pleinement consciente de sa propre lumière, mais le truc c'est qu'elle ne peut pas ressentir. Ah, elle a pas de capteur, quoi. Exactement. Elle ne peut pas expérimenter la frustration d'être coincée dans un embouteillage, ni l'émerveillement face à un coucher de soleil, ou même le frisson d'une découverte intellectuelle. Parce que tout ça nécessite de la matière. Voilà, pour vivre cela, pour créer de la donnée émotionnelle brute, elle a besoin de densité. Elle a besoin de se frotter au monde physique. Tout à fait. Ce soi naturel revêt donc un esprit formel, un mental humain. C'est un peu, l'analogie est super bonne, comme un plongeur qui enfile un scaphandre très lourd et très complexe pour pouvoir explorer les abysses. Donc, si je te suis bien, le mental humain, notre cerveau, nos pensées, c'est le scaphandre. Exactement. Et c'est une prémisse qui renverse complètement notre perception habituelle des choses. C'est clair, parce qu'en général, on se considère un peu comme le sommet de la pyramide, non? Exactement. Ben oui, l'être humain se voit comme l'entité pensante suprême, le grand aboutissement de l'évolution. Ouais. Mais Bakino, lui, il structure l'idée de manière bien différente. Il dit que le soi est conscient à notre place, tandis que nous, c'est-à-dire notre esprit formel, notre intellect terrestre, eh bien, nous pensons et nous ressentons à sa place. C'est ça, le
fameux partenariat. Voilà, nous sommes littéralement la sonde envoyée sur le terrain. Donc l'analogie, ça serait de dire qu'on n'est pas le grand architecte qui a dessiné les plans de la belle maison. Non, pas du tout. On est simplement l'outil. On est le marteau ou le pinceau qui sert à penser dans ce monde matériel. Nous sommes l'outil qui récolte la vibration de l'expérience, oui. La conscience pure, elle, observe silencieusement. Pendant que l'esprit formel fait tout sale boulot, quoi. C'est un peu ça, hein. Il fait tout le travail tumultueux de l'expérimentation dans la matière. Ce qui nous amène directement à une objection majeure face à ce texte. Parce que, fatalement, on se pose la question. Je t'écoute. Puisque nous sommes cet outil malléable, cette chose qui pense, que se passe-t-il quand nos pensées changent? Ah, la question de l'identité. Ben oui, parce que Bakessino souligne que notre personnalité actuelle, notre fameux « moi » de tous les jours, est entièrement constituée de notre façon de penser. De nos idées, de ce qu'on tient pour vrai à un instant T, oui. C'est ça. Mais alors, si ce « moi » est juste un assemblage de concepts accumulés, est-ce que ça veut dire qu'on devient quelqu'un d'autre à la seconde où une pensée étrangère, ou un peu bizarre, traverse notre esprit? C'est une crainte légitime. Parce que franchement, pour quiconque a déjà observé son propre cerveau pendant, 5 minutes, on sait très bien qu'il nous passe par la tête des choses parfois totalement absurdes. Oh oui, ou même scandaleuse. Voilà, au cours d'une seule journée, c'est un festival. Si on devenait chaque pensée qui nous traverse, l'identité humaine changerait toutes les 10 secondes. Ce serait le chaos psychologique absolu. Ce serait invivable, hein? Eh bien, ce qui est fascinant ici, c'est justement la nuance cruciale que l'auteur apporte à ce mécanisme. Et heureusement que cette nuance existe, crois-moi. Ouf, tu me rassures. La psyché humaine ne fonctionne pas comme une éponge passive qui absorberait absolument tout ce qui flotte dans l'air, sans aucune distinction. D'accord. Boxino précise de façon très claire que l'on ne devient pas toutes les pensées qui traversent l'écran de notre conscience. Heureusement. L'esprit humain ne devient et ne fusionne qu'avec les pensées qu'il retient. Qu'il retient, d'accord. Celles qu'il accepte délibérément de faire siennes. Ah, c'est le fameux filtre de l'acceptation dont il parle dans le texte. Tout à fait. Le processus d'identification ne se déclenche pas juste parce qu'une idée est présente. Donc le simple fait d'avoir une pensée bizarre ne fait pas de moi quelqu'un de bizarre. Exactement. Une pensée peut très bien frapper à la porte de ton mental. Elle est là, sur le paillasson. Elle attend. Elle attend. Mais tant que tu ne l'invites pas à entrer, tant que tu ne lui offres pas un café en commençant à débattre avec elle, elle ne fait pas partie de ta maison. J'aime beaucoup cette image. Le danger d'intrusion, cette transformation de l'identité dont tu parlais, ça ne commence qu'à l'instant précis où l'on associe notre moi à cette idée. C'est le moment où on s'identifie. Tant qu'on la regarde passer de loin, elle reste extérieure à nous. Eh bien, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Ah oui? Parce que comprendre que l'on doit activement accepter une pensée, ça amène logiquement une autre question sur la mécanique de tout ça. Comment on l'accepte en fait? Exactement. Comment cette acceptation se produit-elle concrètement? On a souvent l'impression que penser, c'est un acte hyper passif. Un peu stérile, comme regarder un écran de télé. Voilà. Mais Bassino, il utilise des analogies absolument frappantes pour détruire cette illusion de passivité. Il affirme que la pensée est fondamentalement fusionnelle. Oui, le choix des mots de l'auteur n'est vraiment pas anodin ici. Il décrit l'activité mentale presque comme une cour amoureuse. Une vraie séduction. C'est ça, une séduction active. Il évoque l'analogie de la belle Maya. C'est incroyable comme image. Il décrit la pensée qui se présente à nous comme une danseuse envoûtante. Recouverte de voiles illusoires. Ouais. Qui ondule devant les princes de ce monde, réussissant par ses charmes à les faire succomber un par un pour les attirer dans son lit. C'est poétique. Très poétique et même très charnel en fait, pour décrire un simple processus intellectuel. Prêter de l'attention à une idée, selon lui, c'est littéralement comme accepter de faire l'amour avec elle. Et c'est une métaphore puissante pour expliquer la véritable physique, entre guillemets, de cette psychologie ésotérique. Parce que l'esprit cherche à s'unir. Perpétuellement, par nature, une particule de pensée, ou ce qu'on appelle une forme pensée, ça ne supporte pas le vide, ça déteste l'isolement. Ça a besoin de se nourrir. Visuel aussi. Comment une pensée s'accroche-t-elle à nous? Bonne question. Elle utilise nos réactions émotionnelles comme de la superglue. Ah, les émotions sont la colle. Exactement. Les émotions comme le désir ou la peur sont vraiment les adhésifs les plus puissants de l'univers mental. Donc, si je ressens de la peur face à une idée, paf, elle me colle dessus. Dès qu'une de ces particules invisibles effleure notre complexe énergétique, si elle suscite en nous de l'intérêt, de l'envie ou de la crainte, elle s'agglutine. Elle s'incruste. Elle devient un peu nous et nous devenons un peu elle. Son but unique, au fond, c'est de faire corps avec l'individu. Donc, accorder de l'attention à une pensée, l'explorer sous toutes ses coutures, c'est en réalité lui faire une déclaration d'amour ou signer un bail avec elle.
C'est tout à fait ça. L'auteur cite l'exemple de l'inconnu dans la rue. Tu sais, celui qui offre soudainement un bouquet de fleurs à un passant. Ah oui, cet exemple est génial pour illustrer l'effervescence mentale. Raconte un peu comment il décortique ça. Eh bien, face à un événement irrationnel de ce genre, le mental du passant entre en ébullition instantanée. Même s'il refuse les fleurs. Oui, même si la personne refuse poliment le bouquet et continue son chemin. À l'intérieur, c'est la tempête. Des dizaines de pensées vont se bousculer aux portes de sa conscience. Genre, pourquoi a-t-il fait ça? Était-ce une caméra cachée? Y a-t-il un danger? Ou même, est-ce que je dégage un truc spécial aujourd'hui? Et en quelques fractions de secondes, bim, le rythme cardiaque s'accélère, la personne ressent de la méfiance, ou à l'inverse, elle se sent flattée. Et voilà, la fusion a déjà eu lieu. Une douzaine de pensées collantes ont été invitées dans le salon mental et ont pris un café. C'est allé très vite. Mais du coup, ça m'amène à un point de rupture dans cette théorie. Lequel? Si ces pensées sont comme la belle Maya, cherchant à nous séduire, et que nous sommes si prompts à accepter cette danse, pourquoi l'être humain a-t-il cette fâcheuse tendance à fusionner si intensément avec des choses profondément négatives? Ah, ça, c'est le grand paradoxe de la condition humaine. Parce que franchement, Bacino prend l'exemple de l'insomnie et des pensées morbides. Un classique. Un grand classique universel. On est couché dans le noir, prêt à dormir, et soudain des pensées hyper angoissantes sur l'avenir, la maladie ou l'argent se mettent à tourner en boucle. Et on se sent atrocement mal. Voilà. Et là, l'auteur affirme que l'individu est pleinement responsable de ce qu'il vit à ce moment précis. Et là, attends, je dois t'arrêter. C'est presque choquant de dire ça. Je comprends tout à fait. Cette réaction, oui. Non mais imagine. Si quelqu'un est réveillé à 3 heures du matin, le cœur palpitant, terrifié par l'idée de perdre son emploi, l'auteur est en train de dire que c'est l'individu qui invite cette angoisse à faire des, et je cite l'expression du texte, coquineries pas racontables dans son lit. C'est le terme qu'il emploie, oui. C'est incroyablement culpabilisant pour ceux qui souffrent d'anxiété. Comment peut-on justifier qu'on soit responsable d'une pensée qui nous torture? On a l'impression d'être agressé. C'est une réaction très naturelle. Parce que, soyons honnêtes, on est tous habitués à adopter la posture de la victime face à notre propre mental. Bah oui, on se dit une idée noire m'est tombée dessus, comme un piano depuis un balcon. Exactement. Mais si l'on suit rigoureusement la mécanique ésotérique de notre source, cette agression n'est qu'une illusion. Comment ça? Souviens-toi de la colle. Comment la peur fonctionne-t-elle comme adhésif? C'est simple. La pensée morbide, au tout début, elle s'est d'abord contentée de passer dans le champ de vision mentale. Elle a juste fait coucou. Elle a fait une proposition, oui, Une proposition très désagréable, on est d'accord. certes, très désagréable, mais si la personne souffre, c'est parce que son attention s'est figée sur cette pensée. Au lieu de la laisser filer. Au lieu de la regarder passer, tu sais, comme un oiseau un peu hideux dans le ciel nocturne, l'individu l'a attrapée, il s'en est saisi avec la grande pince de son attention, Et pourquoi on ferait ça si ça fait mal? par fascination. La fascination du pire. La peur est une forme de fascination extrêmement puissante. Le mental humain, il adore le drame, il aime résoudre des problèmes qui n'existent pas encore. C'est tellement vrai. En scrutant cette pensée terrifiante sous tous les angles, en essayant de s'en protéger, l'individu lui donne en fait toute son énergie vitale. Il l'invite dans son lit littéralement. C'est exactement l'image. Il s'unit avec l'angoisse. Et la règle d'or dégagée par l'auteur est implacable. Quelle est-elle? On ne peut tout simplement pas accorder son attention, même craintive, à une chose sans devenir temporairement cette chose. L'énergie suit systématiquement l'attention. Waouh! Alors, qu'est-ce que tout cela signifie pour la vie de tous les jours? C'est la grande question pratique. Oui, parce que face à ce danger constant d'être vampirisé par des pensées toxiques qui flottent partout, il nous faut bien une solution. L'auteur lance un conseil qui sonne un peu comme un avertissement. Réfléchissez bien avant de penser. C'est ça. Mais comment on fait ça concrètement? Comment on fait le tri au quotidien sans devenir complètement paranoïaque vis-à-vis de son propre cerveau? Eh bien, cela soulève une question importante sur la manière dont nous devons remodeler notre relation avec notre activité cérébrale. C'est-à-dire? Battino Sidoro propose une approche basée sur ce qu'on pourrait appeler l'art de l'observation détachée. Et pour l'expliquer, il utilise une analogie absolument brillante. Celle à table. Celle du sel à table, oui. Ah oui, raconte-nous ça, parce que je la trouve très parlante. Imaginons un repas tout à fait banal entre amis. Quelqu'un à l'autre bout de la table te demande poliment « Passe-moi le sel, s'il te plaît ». D'accord, je lui passe le sel. L'interaction se produit. Tu prends la salière, tu la tends à la personne. L'action dure à peine 2 secondes. Et après? Et surtout, c'est là le point crucial. 2 minutes plus tard, cet événement est totalement effacé de ta conscience. Il n'a laissé absolument aucune trace. C'est vrai, c'est un contact purement fonctionnel, il n'y a aucune adhérence émotionnelle.
Exactement. Tu ne vas pas passer le reste de l'après-midi à analyser le timbre de voix de ton ami quand il a demandé le sel. Était-il en colère quand il a dit sel? Voilà, tu ne vas pas te tourmenter en te demandant si tu lui as passé la salière avec assez d'élégance ou si cette demande cachait un reproche sur le fait que ton plat manquait d'assaisonnement. On s'en fiche, on a passé le sel, point. On a traité l'information et on l'a lâchée. Eh bien, Battineau affirme que si l'humanité adoptait exactement ce même comportement dépassionné avec les 60 000 pensées éphémères qui traversent son esprit chaque jour, On serait sauvé? nous serions tous des êtres illuminés, carrément. Ce serait une révolution de santé mentale. Ah ça, c'est sûr. Appliquons ça à un vrai scénario du quotidien pour voir. Imaginons, il est 20 h, je suis tranquillement chez moi et je reçois un email passivo-agressif de mon patron. Aïe. Immédiatement, pic d'anxiété. J'ai une pensée qui m'hurle. Il va me licencier, je suis un incompétent. La fameuse belle Maya angoissante. C'est ça. Si j'applique l'analogie du sel, je suis censé faire quoi? Reconnaître la présence de l'email, planifier d'y répondre demain à 9 h et poser l'idée sur la table comme une salière, sans passer la nuit à disséquer chaque mot. C'est exactement l'application pratique de cette sagesse. C'est dur, hein? Très dur, mais c'est ça. Traiter la pensée utilitaire et refuser fermement la fusion émotionnelle qui l'accompagne. C'est observer la pensée comme on observe un nuage dans le ciel. Un gros nuage noir. Même si le nuage a une forme menaçante de tempête, tu ne t'épuises pas à essayer de le retenir avec une corde ou à le repousser avec tes mains en l'air. Tu le laisses passer. Tu le laisses sortir de ton champ de vision. Mais comment on fait pour savoir si une pensée vaut la peine d'être invitée dans le salon ou si elle doit être traitée comme la salière? L'auteur donne une méthode pour ça. Oui, il donne une méthode très corporelle, très viscérale. Il ne propose pas de faire un grand tableau Excel analytique. Surtout pas. Il dit qu'il faut carrément goûter la pensée. La goûter, oui. Il faut évaluer les sentiments connexes qu'elle génère dans notre propre corps. Parce que le corps, c'est le détecteur de mensonges parfait pour le mental. Faisons le test en direct. Si je décide, là, maintenant, de maintenir mon attention sur la date limite de ma déclaration d'impôt. Ouh là. Immédiatement, je sens une légère contraction dans mon plexus solaire. Ma respiration, elle devient un tout petit peu plus superficielle. La pensée commence déjà à pomper ton énergie. Ouais, le sentiment connexe est lourd. C'est ça le signal immédiat dont parle l'auteur, non? Cette pensée, elle travaille contre moi en ce moment, précisément. C'est le diagnostic parfait. Si la pensée ne paye pas son loyer en énergie positive, c'est-à-dire en joie, en clarté, en inspiration ou en paix intérieure, c'est qu'elle est en train de se nourrir de toi. Elle me parasite. Le signal de la contraction physique ou du petit malaise émotionnel, c'est la preuve irréfutable que la fusion toxique a commencé. Et là, il faut couper. Il faut immédiatement retirer son attention, couper le flux d'énergie et laisser la pensée se dissiper, tout simplement, faute de carburant. Bon, si l'on rassemble toutes ces pièces de puzzle, l'outil, le scaphandre, la séduction des pensées, la responsabilité de notre attention et cette fameuse technique du sel, vers quoi tout cela nous mène-t-il au bout du compte? Eh bien, si l'on relie cela à la vue d'ensemble du document, et plus largement à la philosophie ésotérique, on arrive à une synthèse métaphysique majeure. Dis-nous tout. Battineau rappelle cet adage très connu dans les cercles spirituels. L'esprit est un merveilleux serviteur, mais c'est un maître tyrannique. Un très mauvais maître. Si l'on laisse ce processus d'identification se dérouler en pilotage automatique, sans aucune surveillance, l'individu devient littéralement l'esclave d'un flux chaotique d'influences extérieures. On devient le pantin de toutes les belles mayas qui passent sur le trottoir. Précisément. Mais si l'on parvient à maîtriser ce filtre d'acceptation, l'enjeu dépasse largement la simple gestion du stress du quotidien ou l'amélioration du sommeil. On vise plus haut. Le véritable but, c'est une émancipation spirituelle totale. Waouh. En cessant de s'identifier à chaque idée qui traverse le crâne, on réalise soudainement qu'on n'est pas ce flux mental, on n'est pas ses pensées. On s'élève et on devient la conscience. Le fameux soi naturel dont on parlait au tout début de notre exploration, la boucle est bouclée. Exactement. L'observateur éternel reprend enfin sa place légitime. Et pour illustrer cet accomplissement, Baccassino cite un passage biblique très mystérieux tiré des Écritures où le divin déclare « J'ai mis mon fils au-dessus de moi ». Et comment il interprète ça? Dans son interprétation ésotérique, ce fils représente cette conscience éveillée de l'être humain qui a fini par dompter l'esprit formel et ses agitations perpétuelles. La hiérarchie est rétablie. La hiérarchie est enfin rétablie. Le maître est redevenu le maître de la maison et le mental est sagement retourné à son état de simple outil.
de salière, si on veut. C'est une perspective monumentale pour quiconque prend le temps de s'y arrêter sérieusement. L'immense valeur de cette analyse, pour tous ceux qui écoutent en ce moment, c'est de réaliser que notre espace mental, en fin de compte, il est comparable à un gigantesque hall de gare. C'est une très bonne image. Des milliers de passagers y transitent tous les jours. Des trains arrivent sans cesse de toutes les directions, chargés d'idées collectives, de peurs de la société, de vieux souvenirs, de suggestions super séduisantes. Tout ce brouhaha constant. Voilà, mais au final, nous sommes le chef de gare. Et seulement le chef de gare. Et nous n'avons absolument aucune obligation d'inviter chaque passager clandestin à venir s'installer de manière permanente dans notre maison. C'est une libération phénoménale de réaliser que l'on possède ce pouvoir de veto absolu. Personne ne nous oblige à souffrir. L'effraction psychologique dont on parlait au début, elle n'existe vraiment que si l'on accepte, consciemment ou non, de laisser la porte de la maison grande ouverte aux cambrières. C'est tellement vrai. Et pour clore cette longue et passionnante plongée au cœur de nos sources, j'aimerais proposer une petite réflexion finale. Je t'écoute. Une sorte d'expérience de pensée qui pousse les concepts de Basigno encore un pas plus loin, pour ceux qui nous écoutent. D'accord. Si, comme le démontre ce texte, notre personnalité actuelle, ce moi de tous les jours, auquel nous sommes tous si viscéralement attachés, n'est finalement qu'une immense collection accumulée de pensées que nous avons au fil des années accepté d'héberger, sur le long terme. Oui. Que se passerait-il si l'on décidait soudainement de faire un grand nettoyage de printemps radical? Ouh, je sens le défi. Imaginons que, pendant une semaine entière, nuit et jour, on décide d'expulser formellement toutes ces pensées locataires qui ne payent plus leur loyer sous forme de paix intérieure ou de vitalité. Un avis d'expulsion massif. Voilà. Si l'on vidait totalement et impitoyablement la maison de tous ces squatteurs conceptuels. Qu'est-ce qui resterait? C'est la question. Le vide absolu qui en résulterait révélerait-il une identité complètement nouvelle, inconnue et peut-être terrifiante? Ça donne le vertige d'y penser. Ou bien, à l'inverse, ce grand espace vide laisserait-il enfin toute la place à ce fameux « soi naturel », cette conscience pure et lumineuse dont parle l'auteur, qui attendait patiemment son heure dans le silence depuis le tout début de notre existence? C'est une belle réflexion. C'est peut-être seulement en vidant entièrement la maison que l'on découvre enfin le vrai visage du propriétaire.